Bonjour à toutes et à tous. Donc on va faire un focus sur 3 pays maintenant, avec des régions aussi dans ces pays. On va parler donc de la Belgique évidemment, on va parler aussi du Pays Basque et avec Estelle plutôt de l'Écosse mais aussi de l'Irlande du Nord. L'idée aussi, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces 3 pays en particulier et quelle est l'articulation aussi avec la justice pénale et justice restaurative. Donc on va faire un tour de table déjà pour vous présenter et puis commencer par regarder justement quelle est la place de la justice restaurative dans votre pays. Est-ce qu'elle a une place importante? Quelles sont les politiques? Est-ce qu'il y a des services dédiés? Ce vocabulaire qu'on a utilisé hier et qui faisait rire Serge. Non, pas Serge d'ailleurs, c'était Antonio. Et est-ce que, Isabelle, tu veux commencer? Je pense que normalement ça fonctionne. Oui, c'est ça. Bon, bonjour, je suis Isabelle Germán. Je viens de l'Espagne, du Pays Basque. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut pour cette invitation et vous féliciter par l'organisation, bien sûr. Je ne parle pas très bien le français, quelquefois je manque les mots, alors je vais faire de mon mieux pour vous expliquer la situation en Espagne. Et la justice restaurative en Espagne a expérimenté un développement très inégal. On a commencé par les mineurs, et après on a essayé de développer ça dans les domaines des adultes. Mais le problème, c'est que dans le domaine des mineurs, on a le principe d'opportunité de poursuite. Alors, le procureur peut dédier de ne pas poursuivre s'il y a un processus de justice restaurative. Alors, il peut archiver l'affaire. Mais ce n'est pas le cas pour les adultes. Alors là, le développement de la justice restaurative, c'est très inégal. Ça dépend des régions. Et par exemple, le Pays Basque, la Catalogne, bien sûr, maintenant aussi Navarre. Alors, on a expérimenté un développement très fort de la justice restaurative. Et je viens du Pays Basque, de Saint-Sébastien plus concrètement. Et alors, la première expérience de médiation, c'était hors processus extra-procédural. Alors, c'était, je pense, que le fin des années 90. Oui. Mais les premiers services de justice restaurative au Pays Basque, c'était l'année 2007, avec des protocoles et tout ça. Mais les premières normes qu'on a, on n'a pas en Espagne une loi pour la justice pénale restaurative. Mais, par exemple, on a l'interdiction pour la médiation, pour seulement la médiation, pas d'autres pratiques. Et pour la médiation, et dans le cas des violences de genre, par une loi de 2004, et de l'année dernière, en 2022, on a eu aussi l'interdiction pour les cas de délits sexuels. Alors, ce développement au Pays Basque et à Catalogne est dû pour une question de compétences. On a quelques compétences en matière de justice et aussi quelques compétences en matière de prison, et ça a permis de développer la justice restaurative là. Les volumes des affaires, par exemple, au Pays Basque, le 44% des cas de tout l'État se sont menés au Pays Basque. Par exemple, l'année dernière, je les données de 2021, c'était 1302 cas abordés par les services de justice restaurative, et la plupart, c'était la médiation, avec 98% des cas sont suivis par médiation. Aussi, le cercle et la conférence, mais très peu. Et bon,
Je pense qu'on parlerait après des protocoles et tout ça. Alors, bon. On va passer à Antonio alors. Bien, bonjour, je me suis déjà présenté hier, donc aujourd'hui j'interviens plus spécifiquement dans le cadre de mon expérience en Belgique. Emmanuel a mis la barre assez haut en disant la Belgique, donc je vais devoir assurer. Là, voilà, je veux dire simplement, je ne sais pas si on est les plus avancés, je laisse à l'appréciation de l'information objective sur laquelle notre travail est fondé, et l'état des lieux de la justice restaurative en Belgique. C'est vrai que l'expérience a commencé dans les années 80 dans le champ des mineurs, et qui a donné lieu à un cadre d'intervention, une loi en 2006 dans le champ des mineurs, et qui est opéré par des services dédiés, quand même spécifiques, mais qui sont habilités à intervenir dans le champ de la justice restauratrice, mais aussi spécifiquement dans le champ des mineurs, à d'autres mesures plus éducatives. Donc, dans le champ des mineurs, effectivement, il y a une spécificité d'intervention dans le champ de la médiation et de la conférence, c'est conférence restauratrice en groupe, que Géraldine a présentée dans le groupe hier. Donc, il y a une spécificité, mais avec d'autres missions aussi, et le service est accessible dans tous les arrondissements judiciaires francophones et en Flandre, puisque la loi permettant ce type d'action est fédérale. Même si récemment il y a eu des adaptations plus régionales, mais globalement le service est accessible dans tous les pays dans le champ des mineurs. S'il faut donner quelques chiffres, globalement, oui, il faut savoir que tant dans le champ des mineurs que dans le champ des majeurs, l'activité presque exclusive est la médiation, avec ce que je disais, la conférence restauratrice en groupe dans le champ des mineurs. Mais dans tous les cas, ce sont des pratiques de dialogue réparateur entre les parties directement concernées. Médiation ou conférence restauratrice. Quantitativement, dans le champ des mineurs, on est autour des 1500 demandes de médiation par année, et 3500 en Flandre, donc globalement autour de 5000 demandes de médiation. Et globalement, en gros, 80% des activités menées au stade du parquet, sous contrôle de Géraldine, parce que c'est des chiffres que j'ai repris et 20% au niveau du juge. Ça va ? Ok. Voilà, dans le champ des mineurs. Et alors, historiquement, c'est dans ce domaine-là que ça a démarré. Et étant donné que dans le champ des mineurs, on a pu explorer déjà dans le champ de la médiation des possibilités d'élargir la médiation dans des faits assez graves dans le champ des mineurs, cette expérience a été transposée dans le champ des majeurs. Et en 1998, au niveau national, il y a un projet, comme citait Emmanuel, suite à l'affaire Dutroux, de maximiser, d'intégrer le monde associatif, à développer des pratiques spécifiquement dans l'aide aux victimes et dans la médiation, et d'explorer les possibilités de médiation dans les cas les plus graves. Et l'expérience des mineurs a fait qu'on a pu transposer facilement, à partir de 1998, des possibilités de médiation à tous les stades de la procédure pénale. Cette pratique, cette expérience a été confirmée par une loi, effectivement, qui semble assez avancée, puisque si on change les termes, elle correspond pratiquement aux recommandations européennes de 2018, puisque elle consacre dès 2005 la médiation comme un droit, accessible directement aux parties, sans aucun pouvoir discrétionnaire d'exclusion de la part d'un magistrat. La loi prévoit aussi que le système judiciaire veille à ce que les parties soient informées, donc donne un devoir d'information au système judiciaire, et qui se fait automatiquement. Au fil du temps, à l'occasion de diverses circulaires, chacune amplifie le potentiel d'information qui est donné automatiquement. Le dépôt de plainte, l'information de la victime quand le dossier est à l'information de la victime quand le dossier est à l'instruction, quand il est cité devant le tribunal, et à l'exécution, au niveau de l'exécution de la peine aussi, et idem pour l'auteur. Et chaque fois qu'il y a un courrier, le principe est que chaque courrier qui est envoyé aux parties dans le cadre de la procédure
l'offre de médiation y figure. Donc il y a une maximalisation de l'offre avec la possibilité aussi un devoir important, le devoir d'information du système judiciaire, et pour le procureur, l'obligation de donner toutes les informations nécessaires au service de médiation pour mener à bien l'intervention. C'est-à-dire que même dans des cas très graves, un auteur qui fait une demande, le procureur est obligé de donner les coordonnées des victimes. Donc il y a une accessibilité générale et médiante, et le service agréé dans le cadre de cette loi pour opérer dans tout le paysage francophone. Et puisqu'on donne des chiffres rapidement, je segmente, il y a d'autres informations qui figureront par après sur... globalement, Médiante est agréée pour le côté francophone, est une association faîtière qui intervient dans tous les arrondissements judiciaires francophones. Il existe une association sœur dans la région flamande qui s'appelle Moderator, donc pour ça je la cite pour donner des chiffres globaux pour la Belgique. Et globalement, on a une activité qui est proportionnelle à la population, puisque on traite environ entre 1000 et 1300 demandes de médiation qui débouchent sur environ 50%, environ 500, 600 médiations effectives par année. Quand tu dis effectif, c'est-à-dire que les c'est-à-dire auteurs... qu'il y a un processus qui s'enclenche, il y a un accord de la victime et le processus s'enclenche. Ça ne veut pas dire qu'elles aboutissent, mais le processus est enclenché. Et dans ces cas-là, on trouve 70% de médiations qui sont strictement au niveau relationnel. Ça renvoie à la question d'étanchéité que je parlais hier, donc tout à fait confidentiel au niveau, et 30% qui débouchent sur un accord écrit. Voilà, en Flandre, on est à 1800 demandes par an avec 800 médiations effectives, donc globalement 3000 demandes de médiation pour l'ensemble du pays par an. Super, ça fait rêver. Estelle? Oui, bonjour. Alors, moi aussi, je voulais remercier les organisateurs pour nous avoir amenés ici aussi. C'est extrêmement intéressant. J'ai été témoin de loin des développements ici en France. Et c'est impressionnant ce qui se passe quand même ici, il faut le dire. Donc moi, j'ai une vision assez globale ou européenne de la justice restaurative. Je travaille surtout sur les violences sexuelles dans mon travail de tous les jours. Mais je vis en Grande-Bretagne et en Écosse. Et donc, je suis assez contente de pouvoir en parler. Je vais parler un peu des trois, parce que je crois que c'est bien. Je ne connais pas tout sur les trois régions de la Grande-Bretagne, mais je peux en parler un petit peu. Et ce que je veux dire pour votre première question, c'est que en Angleterre et le Pays de Galles, c'était le premier à commencer dans les années 90 avec une initiative de la police à Oxford qui était inspirée par ce qui se passait en Australie et a ramené ça en Angleterre et a développé ça doucement. C'est maintenant certainement une des régions les plus développées en justice restaurative, bien que c'est assez inégal dans leur développement. Il y a des structures nationales comme le Restorative Justice Council qui je ne sais pas si on peut dire supervisé, parce qu'il y a des organisations indépendantes aussi, mais par exemple, ils accréditent les formations. Donc si vraiment on veut suivre une formation comme il faut, il vaut mieux que ce soit une qui soit agréée par le RJC. Il y a aussi un groupe interparlementaire qui s'est créé il n'y a pas très très longtemps, qui a un rôle maintenant pour essayer d'aider à avoir une vision plus globale au niveau de l'Angleterre, mais aussi du reste du Royaume-Uni. L'Irlande du Nord est vraiment intéressante parce que là, après la fin du conflit en 1998 et les accords de Belfast, il y avait une vraie opportunité de tout changer. Et ils ont vraiment pris cette opportunité et ils ont vraiment, en 2001, fait une nouvelle complète... alors, je parle très peu en français dans mon travail, donc je bute sur les mots, mais ils ont réformé tout le système judiciaire. Et avec ça, ils ont amené la justice restaurative pour tous les mineurs. C'était le défaut d'un mineur qui vient dans le système judiciaire va être référé à la justice restaurative. Un juge, s'il décide, ou un procureur, c'est les deux qui peuvent référer. Si
ils ne veulent pas le référer, il faut vraiment qu'ils expliquent pourquoi, il faut qu'ils défendent ce sujet-là. Et c'est aussi eux qui, de l'autre côté, vont accepter le résultat. Donc, après, ça part dans le système, dans le service de justice restaurative qui s'en occupe, etc. Et à la fin, il y a un accord qui doit être agréé par le juge ou la personne référente. Et donc tout ça s'est passé, ça se passe encore, il y en a d'autres dont je vous parlerai après. En Écosse, c'est beaucoup plus nouveau, bien qu'il y ait eu des tentatives depuis les années 90. Ivo Hertzen, avec qui je travaille très proche, me disait qu'il était venu dans les années 90 pour en parler avec tout le monde dans les années 2000, et il était réinvité en 2017 pour le lancement du... Et cette fois-ci, c'est plus sérieux, c'est clair, et en grande partie, Emmanuel a beaucoup parlé de la directive européenne, mais ça a eu un vrai effet en Écosse, où en 2014, du coup, ils ont vraiment pris dans leur législation et ils ont vraiment accepté que la justice restaurative allait avoir un rôle. Et en 2017, le gouvernement a donc publié une guidance, donc c'est un espèce de texte fondateur qui explique ce qu'eux, ils comprennent par la justice restaurative. Et en 2019, le ministre de la Justice a donc officiellement lancé le développement de la justice restaurative avec un c'était très ambitieux. Il disait qu'en 2023, tout le monde en Écosse aurait accès à la justice restaurative pour tout crime, pour tout, etc. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu la crise économique, etc. Et donc maintenant, il n'y a plus de date. Mais ils disent qu'ils sont toujours encore... ils veulent toujours encore le faire. Et en termes de structure, qu'est-ce qui est mis en place ? Alors... je crois qu'il y a une vraie ambition d'avoir un système assez similaire à la Norvège, donc avec un point central, et après, dans chaque région de l'Écosse, des points des sheriffs. Là, ce n'est pas des régions, c'est des sheriffdoms, et c'est différent, oui, c'est pareil, c'est des régions, et chacune aurait sa propre organisation régionale qui délivrerait la justice restaurative. L'Écosse est un peu similaire géographiquement à la Norvège, avec des villes et des régions très urbaines, et après des régions très rurales où il n'y a vraiment pas grand monde. Et du coup, il faut arriver à gérer, pour offrir la même chose à tout le monde, c'est un challenge. Ils ont lancé quelques projets, dont un dont moi j'ai été très impliquée, qui est un service national pour gérer les violences sexuelles. Et donc on est dans la 2e année du développement de ce service. C'est avec des hauts et des bas, donc, voilà. Mais je pourrais en parler plus si vous voulez. Le service sur les violences sexuelles, c'est uniquement en justice restaurative, ou c'est globalement les violences sexuelles dont la justice restaurative peut s'occuper ? Donc c'est un service de justice restaurative. C'est une organisation qui travaille sur le trauma et où il y avait un vrai service avant pour les violences domestiques et sexuelles. Pour l'instant, le service de justice restaurative serait essentiellement sur les violences sexuelles. Il y a une grande opposition des groupes, entre autres, de violences contre les femmes, qui sont très inquiètes sur l'utilisation, comme partout, de ces pratiques-là. On va peut-être maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment est-ce qu'on a accès à la justice restaurative dans chacun des pays. Est-ce que c'est ordonné par le système pénal ? Est-ce qu'il faut avoir porté plainte comme chez nous ? Et quelle influence ça a sur le système pénal ? Isabelle ? En Espagne, le plus grand problème, c'est qu'on n'a pas une loi, comme j'ai déjà dit. Alors, en 2015, on a approuvé la loi de statut de la victime du délit. Et là, on a reconnu le droit d'accès aux services de justice restaurative que peut être aussi développé dans les bureaux d'aide aux victimes. Alors, c'est là qu'on travaille avec des protocoles. Je pense que ça, c'est important. On travaille avec des protocoles et on peut voir des modèles différents des protocoles. D'un côté, par exemple, le Pays Basque, on a un modèle habilitant, c'est-à-dire on permet
La justice restaurative, dans tous les délits, bien sûr, non, dans lesquels ils sont interdits ces pratiques, comme les violences de genre et les délinquances sexuelles, mais il y a d'autre côté des protocoles plus directifs. Par exemple, c'est le cas de Huelva, en Andalousie. Alors, ces protocoles, c'est seulement pour la médiation et pas d'autres pratiques, et seulement pour des délits légers, pas pour des crimes graves. Alors, c'est un modèle plus directif. Ces protocoles vont décider, bien sûr, la coopération entre les services de justice restaurative et la Cour, les tribunaux. Parce qu'en Espagne, bien sûr, il ne faut pas porter plainte pour commencer un processus de justice restaurative, mais ça ne va avoir aucun effet du point de vue juridique. Alors, normalement, les procès restauratifs sont menés dans le cadre d'un processus pénal. Alors, on fait une parenthèse dans ce processus pénal et on renvoie au service de justice restaurative. L'initiative pour ces renvois peut partir bien du propre juge ou des procureurs, bien sûr, mais des parties aussi et du service de justice restaurative. Mais la décision pour les renvois, c'est du juge. Il doit dicter une résolution motivée, bien sûr, et décider s'il faut renvoyer ou pas au service de justice restaurative. Alors, c'est la Cour qui contacte les parties pour expliquer, bien sûr, légèrement, qu'est-ce que c'est la médiation ou la justice restaurative. Et après, les services de justice restaurative contactent les parties, alors donnent plus d'informations, expliquent les conséquences pour le processus pénal de ces processus restauratifs, et après, bien sûr, décident quelle pratique doit avoir lieu, la médiation, les cercles, les conférences. Et après, c'est là, au service restauratif, où on fait les rencontres et tout ça. Et après, on renvoie les résultats au juge. Alors, là, on peut avoir des différentes conséquences. Mais je pense que c'est très important, et ça parce que ça dépend de la culture de la médiation, de la connaissance de la médiation dans les tribunaux, dans les juges, pour décider par rapport à ce renvoi. Alors, on peut voir que les différences sont très importantes en Espagne. Il y a des juges qui, bien sûr, connaissent très bien la médiation, qui sont pro la justice restaurative, et alors on va voir des renvois. Mais il y a d'autres juges qui ne connaissent pas ou qui décident que, comme on n'a pas une loi, alors je ne peux pas faire ça, et avec un protocole, alors ça ne m'intéresse pas, et alors on peut voir des différences très importantes. Et bon, c'est ça. Merci. J'enchaîne ? Oui, tu enchaînes. Mais comme la question est un peu reliée à la première, j'ai déjà esquissé quelques éléments de réponse en campant déjà la manière dont les parties ont accès au service. À nouveau, je complète un peu l'information précédente en essayant de faire la distinction entre mineurs et majeurs. Dans le champ des mineurs, le lien avec le système judiciaire et la procédure pénale est évident puisque toutes les mesures de justice restauratrice, médiation et conférence sont précédées d'un mandat du juge. Avec quand même une nuance, c'est que il y a un statut quand même différent qui est conféré au processus restauratif, dans le sens où il n'est pas assimilé à une autre mesure qui serait plus contraignante, même d'un point de vue éducatif. L'ordonnance d'une formation, dans l'ordonnance d'un travail d'intérêt général, l'ordonnance d'autres mesures que le juge peut, de manière plus contraignante, imposer. C'est pour ça qu'au niveau des mesures de justice restaurative, on ne les appelle même pas des mesures, parce que ça fait référence à un aspect plus contraignant, mais à des offres. Donc, dans le champ des mineurs, ce sont des offres restauratrices parce qu'il y a quand même à garantir l'accès volontaire
puisque la victime est impliquée, l'enjeu ne dépend pas seulement du mineur. Donc ce sont des offres restauratrices qui démarrent sous mandat du juge de la jeunesse ou du procureur. Avec, comme je voulais mentionner, dans la loi de 2006, une certaine priorité qui est donnée à ces offres. Il faut penser à ce que Estelle disait. Au niveau du procureur, il y a une obligation de faire référence à une offre restauratrice avant de considérer autre chose ou de la motiver s'il ne prend pas ce type de décision. Pour les majeurs, je disais, le cadre est totalement différent, puisque là, la loi donne une accessibilité directe aux parties. Donc l'important est que les parties soient informées, comme je disais tout à l'heure, par différents canaux formels par le système judiciaire, mais comme c'est un droit, tous les autres services proches des auteurs de victimes sont en capacité d'informer. Et la démarche démarre principalement au départ des parties. La loi prévoit que le magistrat peut la proposer, mais étant donné que cette offre est recevable, doit être envisageable dans tous les cas, la plupart des magistrats disent c'est évident, ça doit être appliqué, comme vous le dites, dans tous les cas, y compris qu'il n'y a aucune restriction, y compris pour des abus sexuels sur des victimes mineures, pour des violences conjugales. Et donc on a très très peu de propositions par des magistrats, puisqu'il se fie sur le fait que le système informe automatiquement et les parties s'adressent au service. Au niveau de l'interaction avec le système, avec la procédure pénale, la loi prévoit aussi l'interaction, en disant que, en faisant le lien, l'interaction entre le niveau de confidentialité et de caractère volontaire de la démarche qui est préservée au niveau des parties, mais avec la possibilité que les parties, je l'évoquais tout à l'heure, hier plutôt, aient la possibilité de faire valoir les engagements auprès de l'autorité judiciaire. Et ça, tant au niveau présententiel pour le tribunal, soit au niveau de l'exécution de la peine pour le tribunal d'application des peines. Donc spécifiquement, la loi prévoit que les échanges, tous les échanges dans un processus réparateur sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à proposer à l'étranger. Et dans ce cas-là, le juge est obligé de les mentionner dans le dossier, mais peut en tenir compte. Et le peu est important parce que justement, ça confirme la possibilité, le fait que les retours d'informations ne soient pas instrumentalisés. Il n'y a pas un impact automatique. S'il y a un accord, le juge évalue la manière dont l'accord est intégré. Pour faire le parallèle avec la crainte qu'on évoque notamment en France par rapport à cette étanchéité dont je parlais hier, les retours, il ne s'agit pas de faire des retours de type attestation. Un auteur demande une demande de médiation et il demande une attestation pour bien montrer qu'il a fait une demande. Tout ça est opaque. Mais il y a une perméabilité par rapport à ce que les deux parties consentent à proposer à communiquer. Mais il n'y a pas, justement pas de remise de peine, enfin de remise de peine ou d'allègement de peine. Il n'y a pas d'impact automatique. Mais nécessairement, s'il y a un engagement, un accord entre l'auteur et la victime, que ce soit sur le plan d'engagement factuel. Comme je disais hier, il n'y a pas de retour ou d'accord de médiation sur ce que les parties se sont dit. Là, on reste dans tous les échanges de type émotionnel propres à un échange restauratif classique en termes d'émotion, en termes de questions, d'expression de souffrance, de colère. Tout ça reste dans la sphère confidentielle. Ce sont uniquement les attentes ou les engagements de type factuel qui sont renvoyés au juge, au tribunal. Et là, ils sont validés et transformés soit en conditions probatoires si on est en présententiel, soit en conditions de libération conditionnelle si on est au stade de l'exécution de la peine. Merci. Estelle, que se passe-t-il au Royaume-Uni? Alors, en Angleterre et Pays de Galles, ça peut se passer à tous les stades. Ça peut être commencé référé par la police, par le système judiciaire, mais aussi par exemple le service de probation et
tout autre aussi pas. Mais on peut aussi se référer soi-même. Mais bon, je reviendrai un peu sur ça plus tard. Mais je pense que c'est vraiment une possibilité. Alors, je ne connais pas aussi bien l'Angleterre, mais par exemple en Écosse, ce qui est frappant, c'est que le gouvernement a décidé que la justice restaurative ne pourrait se faire référer que par le côté de la victime. Donc c'est centré sur la victime. Donc c'est complètement une autre approche. Jusqu'à maintenant, en Angleterre en particulier, c'était majoritairement par l'auteur, et surtout s'il était mineur, c'était pour essayer de lui donner un système, enfin d'essayer de lui éviter le système judiciaire, de l'enfermement dans cette voie-là. Mais là, c'est une vision complètement différente, donc c'est assez intéressant. Pour l'Irlande du Nord, c'est référé par un juge, un procureur, comme j'ai déjà dit, et c'est eux qui ont le dernier mot sur la procédure. Au niveau des adultes, je ne connais pas assez, donc je ne veux pas trop en dire, mais c'est assez bien développé aussi, et ça peut se faire aussi à tous les stades du système judiciaire. En Écosse, comme c'est encore un projet, il y a des grandes discussions sur où on commence. Par exemple, la police, pour l'instant, ne veut absolument rien savoir. Ce qui est assez étonnant parce que justement dans n'importe quel autre pays, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais les gatekeepers, ceux qui justement ont la première porte. C'est la première porte et c'est la porte clé. Enfin, dans ce sens-là, c'est eux qui peuvent vraiment dire oui, c'est un cas qui vraiment ne devrait pas aller dans le système judiciaire, pourrait vraiment bénéficier de ça ou pourrait bénéficier des deux et devrait donner l'information. Dans beaucoup de pays, entre autres en Belgique, l'information c'est là où elle commence, alors qu'en Écosse justement, on a déjà cette barrière-là. Eux, ils ont dit que le gouvernement n'était pas assez clair de ce qu'ils attendaient d'eux, donc ils ne veulent pas savoir. Au niveau du système judiciaire lui-même, on a quelques champions des juges, des sheriffs, qui sont vraiment pro-justice restaurative, font un grand travail d'essayer de changer ça, mais on avait organisé un webinaire avec différents juges en Écosse pour discuter de l'avancement, et quand on a proposé, mais on peut venir parler à vos élèves juges, etc. Ils ont dit, non, c'est pas encore le moment. Donc il y a encore des résistances là pour ça. Une autre chose que j'allais dire, c'est le mot médiation en Écosse est un gros mot. On ne l'utilise pas. On fait de la justice restaurative, on fait des conférences, on fait des cercles, on fait pas de médiation. Juste parce que l'idée, c'est que les parties ne sont jamais à partie égale. Et de parler de médiation, ils trouvent que c'est pas possible de faire de médiation. On peut faire d'autres interventions, mais eux, ils disent que ça, c'est pas possible. Voilà. Ce qui rend difficile d'avoir des individus qui demandent... Non, parce que, en gros, on fait de la médiation sans l'appeler la médiation. Absolument. Non, mais oui, pardon, je voulais dire ça. Il y a quand même des rencontres entre des auteurs et des victimes, et malgré que c'est pas encore en place, c'est déjà fait. Et c'était un des problèmes, c'était que j'ai plusieurs collègues facilitateurs en Écosse qui travaillent beaucoup, et tout d'un coup, eux et le gouvernement écossais et d'autres ont reçu des demandes spontanées de victimes, en particulier de violences sexuelles, mais aussi d'autres crimes graves, de meurtres, etc. Et le gouvernement écossais et toutes les organisations étaient un peu perdus parce qu'il n'y avait pas des facilitateurs assez expérimentés, assez bien formés pour pouvoir faire ça. Donc ils ont dit non. Et c'est là où on a commencé un peu aussi à développer des formations, etc. D'accord. On avait une dernière question, parce que c'est une grande question en France sur la confidentialité, le secret professionnel dans la justice restaurative dans notre pays. Vous pouvez nous dire un mot sur comment ça se passe chez vous ? Oui, bon, alors ça rapporte avec la manière que se relationnent les deux systèmes, le système de justice restaurative et le système de justice pénale. Alors, bien que les parties contrôlent les dialogues, alors c'est le tribunal qui contrôle la résolution de la procédure. Et dès là, alors, on doit parler de la confidentialité. C'est un principe, bien sûr, de la justice restaurative, la confidentialité de tous les échanges.
Et alors, en Espagne, c'est dans la loi de statut des victimes, dans l'article 15, et celle qui a reconnu les droits d'accès au service de justice restaurative, qui dit, je vais traduire de l'espagnol cet article seulement pour cette question. Les médiateurs et les autres professionnels participent à la procédure de médiation, ou bien sûr de justice restaurative, sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les faits et les déclarations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, c'est reconnu dans la loi. C'est secret professionnel et dans le sens qu'il risque de faire face à une responsabilité pénale en cas de violation de ce secret professionnel. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Emanuela quand elle a dit que, parce que ça a un rapport avec la confidentialité et la protection des parties aussi, parce qu'elle a utilisé une métaphore très, très jolie, je pense, avec les beaux-arts, la réparation, la restauration. Je suis tout à fait d'accord avec les noms des réparations. Je pense que c'est un héritage de la dénomination anglaise, restorative justice, mais je pense que c'est plus adéquat de parler de justice réparatrice. Et je pense, Emanuela, qui t'y a dit reparo, ou reparo, et cette construction pour protéger. Et je pense que c'est très important. La confidentialité, c'est un requis, c'est une exigence très importante pour la protection des parties, bien sûr aussi pour les médiateurs et les facilitateurs du processus. Merci. Alors peut-être avant de répondre à la question sur la confidentialité, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que Estelle disait tout à l'heure, sur les termes de médiation qui est un tabou. Et effectivement, pour faciliter et ne pas allonger les propos inutilement dans ce cadre plus restreint, j'ai parlé de médiation, alors que effectivement dans notre pratique, le terme de médiation, dès lors qu'on offre cette possibilité de dialogue dans des crimes graves, effectivement, il n'est pas tabou pour le gouvernement ou pour une loi, mais pour les victimes elles-mêmes. Elles ont du mal à rentrer dans un processus de médiation lorsqu'il y a une victimisation très, très grave et très lourde au pressoir, comme un déséquilibre, et qu'elles ont le sentiment qu'elles ne sont pas en conflit, mais avec un besoin de réparation. Et un besoin de communication. D'où le terme de la dénomination de notre mission dans la présentation. Depuis que notre service a été agréé par la communauté française, donc la loi fédérale parle de médiation, et puis en 2016, le service, cette matière a été communautarisée. Donc on est agréé dans le cadre d'un décret et qui prévoit des questions de confidentialité, etc., dont je l'ai dit tout à l'heure. Et le décret en a profité pour définir autrement notre mission, et en la formulant comme une aide à la communication restauratrice. Et donc on offre un espace de communication restaurateur, parce que la médiation fait trop penser à la conciliation, la réconciliation, le rétablissement du lien, alors que toutes ces questions-là sont inaudibles. Ce qui nous permet aussi d'être crédibles dans la manière dont on aborde la médiation, entre guillemets, l'espace de communication, dans des faits de violence conjugale. Et dans les faits de violence conjugale, parler de médiation, c'est aussi un gros mot, dangereux, parce que c'est comme si on banalisait ce dialogue, et dans un schéma de réconciliation ou de gestion d'un conflit conjugal. Et donc, d'où la Convention d'Istanbul, le fait de parler de processus réparateur, dialogue réparateur, nous permet de distancier. Ce n'est pas de la médiation au sens d'une imposition, d'une restauration du lien dans des faits de violence conjugale. Ah, merci, voilà. C'est vraiment un éclairage intéressant. Voilà. On n'avait pas abordé jusqu'ici. Alors je rebondis sur la confidentialité. Là, c'est clair aussi, étant donné qu'on est agréé et comme service dédié, spécifique, notre statut est reconnu comme un statut de médiateur.
avec tous les devoirs de secret professionnel liés à la fonction, et même encore plus stricts, dans la mesure où, je lis, pour être précis, voilà, merci Estelle, toujours dans la loi de 2005, qui définit le cadre d'intervention, tout ce que je dis tout à l'heure, sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre public les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut même pas être appelé comme témoin dans une procédure pénale. D'accord. C'est bétonné. Civile, administrative ou arbitrale, ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation. Et l'article 458, qui s'applique au secret professionnel et aux différentes fonctions, s'applique aussi aux médiateurs. Et la seule exception, effectivement, c'est un autre article qui oblige l'assistance, la dénonciation en cas de menace d'une personne en danger. Voilà. Merci. Estelle, alors, pour finir. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à tout à l'heure, et aussi par rapport à la médiation. J'ai coordonné un projet pour la Commission européenne, employé par le Forum européen il y a longtemps, mais c'était justement sur la conférence et le développement de la conférence, parce que la médiation était clairement beaucoup plus évoluée et beaucoup plus utilisée en Europe. Et donc l'idée, c'était de regarder est-ce que la conférence était plus appropriée ou pouvait être plus complémentaire, ou, etc. Et le résultat, c'était bien sûr que la médiation au niveau Europe continentale, comme les Britanniques l'appellent, la médiation était bien plus utilisée. Et par contre, dans les pays anglophones, etc., c'était plus la conférence et d'autres programmes. Mais voilà. L'autre chose que je voulais encore rajouter tout à l'heure, c'était aussi sur le fait que bien qu'il y ait vraiment de la justice restaurative très développée en Angleterre, il y a eu plusieurs études où ils sont allés voir exactement si c'était vraiment de la justice restaurative qui se faisait. Et par exemple, c'était une collègue dans le nord de l'Angleterre qui était allée dans une station de police qui disait qu'il faisait de la justice restaurative dans les cas de violences domestiques, ce qui bien sûr était déjà un peu... et bien sûr, le résultat, c'était que c'est absolument pas de la justice restaurative. Ils ont pris une pratique qu'ils faisaient déjà avant et en gros forcer des gens d'essayer de se réconcilier, etc. Et ils ont appelé ça de la justice restaurative. Donc c'était assez... voilà. Comme ça arrive. Donc nous, les chercheurs, de temps en temps, c'est bien qu'on aille voir. Sur la confidentialité, j'ai pas beaucoup plus à rajouter que c'est un fait, c'est absolument nécessaire, ça fait partie du travail des facilitateurs, et j'ai pas de choses différentes à dire entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Ça fait partie et c'est absolument nécessaire, que ce soit volontaire, que ce soit confidentiel, que ce soit fait par des personnes bien formées, etc. En Écosse, c'est intéressant, on en est encore au stade où on a du mal à gérer comment dépasser le GDPR, donc c'est la loi européenne sur le partage des informations privées. RGPD. Bon, voilà. Et du coup, les facilitateurs ont du mal à recevoir les informations de l'autre partie. Et ça coince là parce que ils sont tellement stricts sur la confidentialité que ça crée des problèmes à partir du départ qu'il faut encore qu'ils démêlent beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va passer aux quelques questions. Une question, tu dis. Donc on va prendre une question et ensuite je vous propose de vous rapprocher des intervenants pour des questions supplémentaires. Pendant la pause déjeuner. Non, on n'y est pas déjà. Non, c'est pas encore. Pendant la pause. Ça y est, ça arrive à votre gauche. Merci, je ne l'avais pas vu. Bonjour, je me présente Adélaïde Moncombe, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, j'anime des mesures de justice restaurative et j'ai une expérience en médiation pénale et du coup j'ai beaucoup d'interrogations depuis un certain temps, notamment sur la comparaison qu'on fait avec la Belgique. Peut-être me détromperez-vous, mais j'ai cette sensation qu'en Belgique finalement,
le système mis en place mélange ce qu'on différencie beaucoup en France, c'est-à-dire il y a vraiment une différence en France entre médiation familiale, médiation pénale et médiation restaurative. Et qu'en Belgique, en tout cas c'est la sensation que j'ai, il y a un mélange entre cette médiation restaurative et la médiation pénale. Du coup, j'ai la sensation qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables et qu'on s'y perd un peu. Je suis plutôt partisane, moi, de protéger un, entre guillemets, vrai volontariat, si tant est que, là je suis d'accord, c'était dit hier, tout animateur en justice restaurative imprègne néanmoins quelque chose vis-à-vis du volontariat des participants. Pour autant, on essaye de préserver en France ce volontariat, c'est-à-dire cette absence totale de contrepartie. Dans quelle mesure on peut considérer, quand on présente un accord à un magistrat, et que cet accord peut supposer un abandon des poursuites, comment on peut considérer qu'il y a un vrai volontariat? Voilà. C'est une vraie interrogation de ma part sur cette comparaison Belgique-France. Oh là, vaste question, et j'avais la prétention d'y avoir répondu hier, mais ça permet de préciser les choses, même si c'est compliqué à répondre, et dans l'espace qui m'est imparti, ça va être difficile. Vous avez raison dans le fait de dire que... D'abord, deux choses. En Belgique, il existe aussi une loi sur la médiation pénale, comparable à celle de la France, qui se mène en parallèle. Donc, les deux dispositifs cohabitent. Pendant tout un temps, l'offre de médiation restaurative de la loi de 2005 s'appliquait uniquement lorsqu'il y avait la décision de poursuivre. Et la médiation pénale restait une alternative aux poursuites. On a considéré que la médiation pénale, justement, n'offrait pas suffisamment d'accès à toutes les parties, puisqu'elle dépendait du pouvoir discrétionnaire du procureur de la décider. Et donc, la médiation restaurative a englobé la médiation pénale en offrant cette possibilité à tous les stades de la procédure, y compris dans le dépôt de plainte. Lorsqu'on engage une médiation au niveau du dépôt de plainte, forcément, l'issue de la médiation, à ce stade-là, peut aussi, effectivement, déboucher sur une extinction des poursuites. La seule différence, c'est que l'objectif n'est pas l'extinction des poursuites, c'est de permettre un dialogue entre les parties qui la sollicitent. Et comme je le disais hier, le renvoi au magistrat n'est pas une volonté du médiateur de faire plaisir au magistrat et de provoquer pour l'auteur une extinction des poursuites. C'est la volonté des deux parties de faire connaître au magistrat leur accord, avec en toute connaissance de la part de la victime aussi de l'impact que ça peut avoir. Et la seule différence avec la médiation pénale, c'est que cet objectif, cet enjeu n'est pas prédéfini. Et donc, j'ai l'habitude de dire avec la médiation pénale par rapport à la France, on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire on a offert cet espace aussi à ce stade-là avec la possibilité d'extinction des poursuites, mais en la garantissant comme volontaire, puisqu'elle est à la demande des deux parties. Donc là, on a un enjeu il peut avoir à ce stade-là un enjeu d'extinction des poursuites, mais c'est un enjeu qui est connu des deux parties, et donc la victime l'accepte, et il n'y a aucun scandale à ce que pour des faits qui sont de toute façon de moindre gravité, parce que si on est à ce stade-là, c'est qu'il n'y a pas d'essai compte tenu de la gravité des faits de poursuivre. Donc à ce stade-là, tout le monde est au clair avec le fait que c'est raisonnablement, une issue peut être raisonnablement positive, même si elle aboutit à une extinction des poursuites, pour autant que l'accord entre les parties soit respecté. Et là, tout le monde y est gagnant. Donc on a absorbé la médiation pénale en ne faisant pas un ostracisme, en disant si il y a un enjeu que les deux parties consentent à porter à l'autorité judiciaire, ce n'est pas nécessairement à l'encontre, ce que j'ai tenté d'expliquer hier, à l'encontre d'une démarche restauratrice volontaire, parce que l'initiation est toujours volontaire, et ce que les parties consentent à porter, c'est le respect des parties. Et ça ne change rien au caractère volontaire de l'initiation. Et en ce qui concerne
il ne faut pas confondre volontaire et gratuité aussi. Hein, et voilà. Et là, je ne vais pas m'étendre non plus sur la gratuité et tout ça. Vas-y, je te laisse conclure. Je laisse conclure. Mais merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés sur ce qui se passe dans votre pays. Je crois que ça va beaucoup nous aider aussi à réfléchir pour nous. Et merci Antonio d'avoir à nouveau précisé ce point délicat sur lequel on doit réfléchir aussi. Merci beaucoup.